Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice 3 de la feuille de TD8 qui nous suggère de nous regarder les formes linéaires sur les espaces vectoriels. Donc on prend un espace vectoriel pas trivial, une forme linéaire sur cet espace vectoriel et on note H le noyau de phi. Donc une forme linéaire, c'est tout simplement une application linéaire définie sur E à valeur dans R. Alors la première question, ça va être purement de l'algèbre linéaire, rien de normé ici, d'ailleurs on n'a même pas mis de norme sur notre espace vectoriel E pour le moment. On fait ça à la question 2. On va juste devoir montrer quelques faits sur phi, donc à nouveau c'est juste... Pardon. C'est juste de l'algèbre linéaire et c'est probablement en fait des choses que vous avez déjà montrées en cours d'algèbre binaire et linéaire, d'algèbre linéaire 2, pardon, l'année dernière, si vous étiez là, quand vous avez parlé de forme linéaire et d'espace dual. Donc montrons que phi est surjectif. Alors, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne peut pas utiliser le théorème du rang ici, parce que... bon, ça nous intéresse peut-être pas tant que ça, vu qu'on ne connaît pas la dimension du noyau, mais parce qu'on n'est pas forcément en dimension finie, tout simplement. Donc, quand bien même on aurait eu une idée d'utiliser le théorème du rang qui est fréquemment utilisé pour la surjectivité des applications linéaires, là, on peut pas, parce qu'on n'est pas sûr que E soit de dimension finie, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est non nul. Donc on va revenir à la bonne vieille définition, hein. Je vais prendre un alpha dans R, et il faut que je trouve un vecteur de E, tel que phi de V, il faut que je cherche un vecteur de E, x mettons, tel que phi de x, ça fait alpha, un antécédent de alpha par phi. Alors, déjà, si alpha égale 0, c'est facile, on prend x égale le vecteur nul. Comme phi est linéaire, phi de vecteur nul, ça fait 0. Ça c'est facile, si alpha égale 0, on prend x égale vecteur nul. Alors, qu'est-ce que je fais si alpha c'est pas 0 ? Ben, je sais que phi c'est une forme linéaire non nulle. Donc je sais pas encore pour alpha, mais je sais qu'il y a au moins un vecteur qui va sur une valeur non nulle, qui atterrit sur un réel non nul. Autrement dit, comme phi, c'est pas l'application linéaire nulle, c'est pas le 0 de E étoile, il existe un vecteur V tel que phi de V est non nul. Pourquoi ça m'aide ? Parce que je vais pouvoir faire une manip un peu comme on fait parfois avec les normes. Je vais regarder le vecteur V sur phi de V. Je vais l'appeler V tilde. Si je pose V tilde, c'est V sur phi de V, j'ai le droit de faire ça, hein, puisque phi de V est non nul. Alors, phi de V tilde, V tilde c'est un scalaire, 1 sur phi de V, fois un vecteur, V, et phi elle est linéaire, donc si je fais ça, ça me fait 1 sur phi de V, je peux sortir le scalaire 1 sur phi de V, fois phi de V, ça fait 1. Alors j'ai trouvé un antécédent pour 0 et j'ai trouvé un antécédent pour 1. Vous allez me dire, on va pas tous les faire. En effet, mais à partir de là, ça va être plus facile, parce que maintenant, moi ce qui m'intéresse, c'est pas forcément un antécédent de 0 ou de 1, c'est un antécédent de alpha, et je sais pas qui c'est alpha. Toujours en utilisant la linéarité de phi, je peux remarquer que si je prends le vecteur alpha fois v tilde, lui par contre, toujours par linéarité de phi, il vérifie phi de alpha v tilde, donc phi de u, c'est phi de alpha v tilde, c'est donc alpha fois phi de v tilde, et phi de v tilde, ça fait 1, donc phi de u égale alpha,
phi de x égale alpha. Je vais l'appeler x puisque c'est x que je cherche. Si je prends x égale alpha v tilde, j'obtiens phi de x égale alpha, c'est exactement ce que je cherchais. Donc phi, elle est surjective. Qu'est-ce qu'on doit montrer d'autre? On doit montrer que... Alors du coup, puisqu'elle est surjective, bon, on l'a vu ici, mais il existe un vecteur tel que phi de u égale 1. Et on doit montrer que si je prends d'un côté le noyau de phi et de l'autre le sous-espace vectoriel engendré par ce vecteur u tel que phi de u égale 1, alors ces deux sous-espaces vectoriels sont supplémentaires. Ça va vous rappeler des vieux souvenirs. Montrons que... Ah, pourquoi il ne veut pas? Montrons que... E est somme directe, c'est la même chose, hein, de vect u et de h. Alors, à nouveau, là, vous aimeriez bien utiliser la dimension, quelque chose comme ça. Ah, mais on peut toujours pas, parce qu'on n'est toujours pas en dimension finie. On sait que vect u, il va être de dimension 1, mais les autres, ils sont peut-être de dimension infinie. L'infini plus 1 égale l'infini, ça nous aide pas tellement. Donc on va revenir à la bonne vieille définition, je suis sûre que ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça. On va montrer d'une part que h intervect u, c'est le vecteur nul, c'est le singleton vecteur nul. Et on va montrer ensuite que E, c'est la somme de vect U et de H, c'est-à-dire que tout vecteur de E peut s'écrire comme la somme d'un vecteur de U, d'un vecteur de vect U et d'un vecteur du noyau de phi. Alors déjà, la partie facile, montrons que vect U inter H, c'est le singleton vecteur nul. Bah, je prends un vecteur X dans vect U inter H. Bah du coup, il est dans vect U. Et s'il est dans vect U, ça veut dire que il s'écrit lambda U avec lambda un réel. Et d'un autre côté, X il appartient à H. Et du coup, phi de X, ça va faire 0. Et d'un autre côté, phi de X, du coup, c'est phi de lambda U. Donc par linéarité de phi, c'est lambda fois phi de U. Or, phi de U, on a dit que ça faisait 1. C'est notre hypothèse sur U, c'est comme ça qu'on l'a choisi. Donc en fait, ça fait juste lambda. Donc en fait, lambda égale 0. X, c'est lambda U. Donc x, c'est bien le vecteur nul. Donc on a bien montré que s'il y a un x dans l'intersection des deux, c'est forcément 0. Ok. Deuxièmement, montrons que E est la somme de vect U et de H. Alors ça, c'est toujours la partie un peu plus difficile. Il faut qu'on prenne un vecteur de E quelconque et qu'on montre que on peut l'écrire comme la somme d'un vecteur du type lambda U et d'un vecteur de H, donc d'un vecteur tel que phi de V égale 0. On cherche xy, donc on cherche en fait x dans vect U, et y dans H, tel que x plus y. Alors, pardon, je me suis complètement trompée. Il faut d'abord que je fixe un vecteur x dans E. Et ensuite, je vais chercher, un vecteur... hop là, c'est la gomme qu'il me faut. Y dans vect U et un vecteur z dans H, tel que x égale y plus z. Ok, alors où est-ce que je vais aller chercher? Il y a un raisonnement qui est bien pratique pour ça, c'est ce qu'on appelle le raisonnement par analyse-synthèse. La partie analyse, on prend nos rêves pour des réalités, on suppose que x et y existent.
Puis on essaie de voir ce qu'on peut en déduire sur x et y. Avec un peu de chance, ça nous dira x égale truc et y égale machin, et il n'y aura plus qu'à tester ces deux-là. Pardon. X, on sait déjà qu'il existe, et c'est y et z qu'on cherche. Je ne sais pas pourquoi c'est si dur, mais je vais y arriver. Si y et z existent, alors il vérifie quoi? Déjà, y, il est dans vect u, donc il existe un réel lambda, tel que y, ça doit être lambda u. D'autre part, on doit avoir phi de z, z est dans h, donc phi de z, ça doit faire 0. Si z existe, phi de z, ça doit faire 0. Et 3io, x, ça doit être y plus z. Donc en fait, x, il doit s'écrire lambda u plus z. Alors si je mets tout ça ensemble, et que je calcule phi de x, phi de x, du coup, ce serait phi de lambda u plus z, si mes x et y existent bien, si mon lambda existe, si tout va bien. C'est-à-dire, c'est lambda fois phi de u plus phi de z. Et d'un autre côté, phi de u, u c'est toujours le même, phi de u ça fait 1. Et phi de z, on a dit ça fait 0. Donc phi de x, ça doit faire lambda. Ou pour le dire autrement, le lambda qu'on cherche, si jamais il existe, c'est forcément phi de x. Donc si jamais x et y existent, forcément lambda égale phi de x, et donc y, c'est phi de x fois u. Et du coup, z, c'est qui? Z, du coup, il faut que z plus y, ça fasse x, donc il faut que z, ce soit égal à x moins y, c'est-à-dire x moins phi de x u. Donc si x et y existent, c'est forcément ces deux-là. Si c'est pas ces deux-là, ça ne marchera jamais. Donc il faut qu'on vérifie ça. On pose y égale celui qu'on a trouvé, phi de x fois u. Z égale x moins phi de x u. Si vous voulez faire de l'esbrouf, vous pouvez juste écrire la partie synthèse. Genre, j'ai pensé à ça de tête. Vérifions que ça marche. Après tout, on nous a juste demandé de trouver, on nous a pas dit comment. Évidemment, c'est pas très poli de ne pas le mettre. Alors, il faut qu'on vérifie 3 trucs. Y appartient avec U, Z appartient à H, et X plus Y... X, ça fait Y plus Z. Et Z appartient à H. C'est les 3 trucs qu'il faut qu'on vérifie. Alors, Y appartient avec U, Y, c'est le réel phi de X fois U. C'est bon. Est-ce que y plus z, ça fait x? Y plus z, ça fait phi de xu plus x moins phi de xu. On simplifie les phi de xu, ça fait x. Est-ce que z appartient à h? Alors ça, faut le vérifier. Il faut vérifier que z appartient au noyau de phi. Donc on calcule phi de z. Phi de z, ça nous fait phi de x moins phi de x fois u. Maintenant, phi, elle est linéaire, donc ça nous fait phi de x moins phi de xu, et phi de x c'est un scalaire, donc on peut le sortir, et on obtient phi de x moins phi de x fois phi de u. Phi de u, ça va pas changer, ça fait toujours 1. Donc là, on se retrouve avec phi de x moins phi de x, qui fait à peu près 0. Donc, phi de z égale 0, donc z est bien dans le noyau de phi, z est bien dans h. Donc on a bien E égale somme directe de vect U et de H. Ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse maintenant? Maintenant, on va à nouveau refaire de la topologie. On va s'intéresser, on va supposer qu'on a une norme sur E, et il nous reste 2 trucs à montrer, selon si phi est continu ou pas. Donc petit b, E maintenant c'est un espace vectoriel normé. La première chose qu'on nous demande de montrer, c'est que si phi est continu, alors H est un fermé.
c'est qui déjà H? Alors déjà une remarque, cette question-là, on ne pouvait pas se la poser avant de savoir quelle est la norme sur E. Pour pouvoir s'intéresser à la continuité d'une explication, il nous faut une norme sur E pour ça. On n'est pas en dimension finie, donc si on a des normes différentes sur E, phi ne sera pas forcément continu pour toutes les normes possibles. Donc continu, c'est toujours pour une certaine norme. C'est pour ça qu'on a d'abord supposé que E était un EVN, et ensuite on s'intéresse à la continuité. Et d'ailleurs, on ne peut pas non plus définir un fermé si on n'a pas de norme, puisqu'on peut dans ce cas-là pas définir la convergence des suites proprement. Ni improprement d'ailleurs. Hop, pardon. Incident technique. Alors, c'est qui déjà H? Bah, H, c'est le noyau de phi. Vous savez bien. Vous n'avez pas oublié, je suppose. C'est qui déjà le noyau de phi? Bah, c'est l'ensemble des vecteurs de E, tels que phi de x, ça fait 0. Autrement dit, c'est l'ensemble des vecteurs de E, tels que phi de x appartient à singleton 0, ou comme on l'appelle avec cette affreuse notation phi-1, phi-1 de singleton 0. Et singleton 0, vous savez depuis le TD2 que c'est un fermé de R. Et on vient de supposer que phi, elle était continue de R dans R. De E dans R. Donc en fait, H, c'est l'image réciproque d'un fermé par une application continue, donc c'est un fermé. Donc H est fermé. Et on va voir qu'en fait, c'est pas le cas quand phi n'est pas continu. On va montrer que dans ce cas-là, H est un ensemble dense dans E. Dense, ça veut dire que n'est pas continu. Dense, ce que ça veut dire, c'est que tout élément de E, c'est la limite d'une suite de points de H. Comme l'ensemble des rationnels dans R est dense, parce que tout réel est la limite d'une suite de rationnels. Ce genre-là. Montrons que, en gros, des éléments de H, il y en a un peu partout. Donc, soit X appartenant à E, il faut que je trouve une suite YN, mettons VN, parce que YN ça va être autre chose. Donc ce serait une suite de vecteurs, telle que, pour tout n, Vn en fait il appartient à H, c'est une suite de H. J'aurais pu écrire Vn appartient à Hn aussi. Et il faut que Vn ça tende vers X dans E. Dans E avec la norme qu'on a choisie. Alors pourquoi c'est vrai ça? L'énoncé commence par nous suggérer de chercher une suite intermédiaire, Yn, donc Yn c'est une suite de aussi, telle que pour tout n, phi de Yn ça fait 1, et Yn tend vers 0. Et tout ce qu'on sait, c'est que phi n'est pas continu. Qu'est-ce que ça nous dit que phi n'est pas continu? Phi continu, comme c'est une application linéaire, c'est équivalent à ce qu'il existe une constante C telle que pour tout vecteur x, phi de x
x en norme, donc ici phi est à valeur dans R, donc la norme c'est la valeur absolue, soit plus petit que c fois norme de x. Très bien, vous allez me dire, sauf que phi, elle n'est pas continue, donc je m'en fiche de la définition, mais du coup, phi pas continue, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Concrètement, ça veut dire, enfin je sais pas si c'est très concret, mais quantificateurement, ça veut dire que pour toute constante c positive, il existe un xc, du coup, un x qui dépend de c, tel que phi de x en valeur absolue, c'est strictement plus grand que c fois norme de x. Donc ça, c'est notre hypothèse, on va s'en servir, je vais l'appeler étoile. Parce que du coup, étoile, je peux l'appliquer avec n'importe quel C qui m'arrange. Devinez quel C m'arrange pour trouver une suite. Je vais essayer avec C égale N. Donc j'applique étoile, étoile orange. Hop là, étoile orange, avec C égale N. Dans N étoile. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que du coup, il existe un vecteur xn. Pour chaque n, je vais pouvoir trouver un vecteur xn. Tel que phi de xn, c'est plus grand que n fois norme de xn. Mais du coup, ça me fait une suite telle que norme de xn, c'est plus petit, si je fais passer le n de l'autre côté, c'est plus petit que 1 sur n fois phi de xn. Alors c'est pas tout à fait ce qu'on veut, parce que nous on voulait une suite telle que phi de yn ça fait 1, et yn en norme ça tend vers 0. Alors xn elle a bien une tête à tendre vers 0 quand n tend vers plus l'infini, parce que quand n tend vers plus l'infini, 1 sur n ça tend vers 0. Alors par contre lui on sait pas du tout ce qu'il fait. Donc c'est même pas sûr que ça marche. Et puis en plus on sait pas qui c'est justement phi de xn, donc on sait pas si ça fait 1, donc c'est pas tout à fait ça qu'on cherche. Par contre un truc qu'on peut remarquer, c'est que du coup pour tout n, forcément phi de xn c'est strictement positif. Mais on sait pas si c'est exactement 1. Parce que c'est strictement plus grand qu'une norme, et une norme c'est supérieur ou égal à 0. Mais du coup c'est non nul. Et vous vous rappelez ce que j'ai fait à la question A, quand j'avais un vecteur non nul, et que je voulais passer un vecteur tel que, phi de v était non nul, et que je voulais passer à un vecteur tel que phi de v égale 1, j'avais pris le vecteur, et j'avais le vecteur v divisé par phi de v. Il se passe quoi si je fais ça ici? Comme je suis quelqu'un d'optimiste, je vais l'appeler yn. Parce que dans ce cas-là, phi de yn, c'est 1 sur phi de n fois phi de xn. Ah, c'est 1 sur phi de xn fois phi de xn. C'est phi de xn sur phi de xn. Pardon. Et par linéarité de phi, ça me fait phi de xn. 1 sur phi de xn fois phi de xn, ça fait 1. Évidemment, ça marche pour n'importe quel n. Et d'autre part, norme de yn, pour la même raison, yn c'est un scalaire fois un vecteur. Donc je peux sortir le scalaire en valeur absolue de la norme, il me reste ça. Et d'un autre côté, xn, je sais que je peux le majorer par 1 sur n fois phi de xn. Et là, on voit que les phi de xn vont se simplifier. Et il restera que le 1 sur n. Et du coup, yn en norme, ça tend vers 0, donc yn, elle tend vers le vecteur nul de E. Donc c'est bien la suite yn que je voulais pour cette étape intermédiaire. Ça me dit toujours pas quelle est la suite de hn la suite de h qui tend vers x, cela dit. Il n'y a toujours pas de x là-dedans. Alors, ce que me suggère l'énoncé,
c'est d'appliquer ce que j'ai trouvé à la question A, sauf qu'au lieu de prendre U, le vecteur tel que phi de U égale 1 qu'on avait utilisé, là je prends YN. Ça marche aussi parce que phi de YN ça fait 1. Bah allons-y alors. Appliquons ce qu'on a obtenu en A avec U égale YN. Qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que quel que soit n dans n étoiles, E, je peux l'écrire comme la somme directe de vect YN avec H. Donc tout vecteur de E, il s'écrit comme un lambda n fois YN plus un HN, avec HN dans grand H. Et là, ça devient intéressant parce que X, bah justement, il habite dans E. Donc il existe lambda n appartenant à R et Hn appartenant à H, tel que mon vecteur X il soit égal à lambda n Yn plus Hn. Et d'un autre côté, ce qu'on avait déjà vu aussi, c'est que du coup, dans ce cas-là, phi de x, c'est la même astuce que ce qu'on avait utilisé en A, bah, c'est égal à lambda n phi de yn plus phi de hn. Or, phi de yn, ça fait 1, et phi de hn, ça fait 0, puisque hn appartient à h. Donc, ça fait 1. Ça fait 0. Donc lui, en fait, il fait juste lambda. Autrement dit, le lambda, c'est phi de x, yn, plus hn. Et du coup, là, j'ai trouvé une suite de points de h. Là, j'ai une suite qui tend vers 0. Et là, ça fait x. Ça me semble pas mal. Et en effet, on a... Déjà, pour tout n, hn appartient à h. Et hn, du coup, c'est x moins phi de x yn. Yn tend vers le vecteur nul quand n tend vers plus l'infini. Donc phi de x fois yn, hein, phi de x, phi bouge pas quand n tend vers plus l'infini. C'est pour ça que j'avais besoin de remplacer lambda n ici, parce que je voulais que ça bouge pas quand n tend vers plus l'infini. Donc phi de x yn, ça tend aussi vers 0. Bah, du coup, tout ça, ça tend vers x. Donc h, il est dense dans E. Tout vecteur de E peut s'écrire comme la limite d'une suite de points de h. Une remarque. Du coup, h n'est pas fermé. Pourquoi? Bah parce qu'on a montré que h bar, c'était égal à E tout entier. Dense, ça veut dire ça. Ça veut dire que tout élément de E, c'est la limite d'une suite de points de h, donc tout point de E, il est dans h bar. Donc h bar, c'est E tout entier. C'est ça que ça veut dire être dense, c'est la façon la plus compacte d'écrire ça. Si h était fermé, on aurait h bar égale h. Et h bar, on a déjà dit que c'était E, donc on aurait h égale E. Autrement dit, tout E, ce serait dans le noyau de phi. Donc pour tout vecteur de E, on aurait phi de x égale 0. Autrement dit, dans ce cas, phi serait l'application linéaire nulle, et on a supposé que phi était non nul. Donc en fait, ce qu'on a montré, c'est que soit phi elle est continue, et dans ce cas-là, son noyau est enfermé, soit phi elle n'est pas continue, dans ce cas-là, son noyau est dense, et du coup, bah, il ne peut pas être fermé. Sinon, l'application linéaire serait nulle, et ça, on a dit que c'était pas le cas. J'espère que c'était clair. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, et je vous remercie de votre attention.